Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors ici Isabelle, votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, aux confessions religieuses ou politiques, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors ce matin, j'accueille un membre de notre fraternité, bien sûr, un homme d'âge mûr, avec une très belle voix, vous allez entendre ça. Je le connais pas encore, alors avec vous, je vais le découvrir. Donc ce matin, on a eu quelques discussions. C'est un homme très intéressant à entendre aussi par rapport à son rétablissement. Je suis sûre qu'on va aider les auditeurs ce matin, ceux qui sont peut-être dans la souffrance, qui ont juste besoin d'aide pour un coup de pouce dans leur établissement. Alors, je te laisse la parole, Yves. Alors, à toi. Oui, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Alors oui, Yves, je m'appelle Yves et je suis un alcoolique. Aïe, des fois on se pose la question, comme ça vient d'où ça, l'alcoolisme? Ça vient d'où? Comment se fait que moi j'ai ça, puis mon frère, puis on était 5 à la maison, et puis 5 enfants, et puis je suis le seul alcoolique, ce qui est quand même surprenant. Comment j'ai vécu ça, on dirait que je suis né avec un trou dans l'âme. Et puis, ce trou-là était à remplir. Et puis, bien sûr, comme toute famille est légèrement, comme ma famille aussi, légèrement dysfonctionnelle. Puis, des petits garçons comme moi, beaucoup d'alcooliques, très sensibles et tout, même si j'ai été aimé, c'était jamais suffisant pour remplir ce trou dans l'âme. Et puis, je me suis senti mal assez tôt dans ma vie où sans savoir pourquoi, c'était très confus. J'étais pas bien nulle part, je trouvais pas ma place nulle part. J'avais honte de qui j'étais et puis la honte nous pousse des fois à mettre des masques. Et puis le masque qui est tombé parce que c'est pas choisi, on est tout petit là. Le masque qui s'est installé était le masque du petit gars qu'il fallait qu'il soit parfait. J'avais une famille quand même un peu performante. Et puis merci, cette famille-là m'a donné d'excellentes valeurs qui a fait en sorte que ma déchéance n'a pas été là jusqu'au banc de parc avec du papier journal. Quand même, le bas fond était là quand même, je vous en parlerai. Donc ce trou dans l'âme qui était présent, rien ne pourrait le remplir, sauf que quand j'ai touché à l'alcool, pour la première fois, on dirait que l'alcool arrivait à remplir, à apaiser le petit gars parfait qui était toujours parfait, qui voulait être parfait, et donc et qui réussissait jamais, et donc qui était toujours stressé. Je me souviens, j'étais au collège, j'apprenais du latin, oui, je suis vieux comme ça, et puis j'apprenais du latin, puis j'allais pleurer dans mon garde-robe de chambre parce que la leçon rentrait pas suffisamment rapidement. C'était un stress, t'as 10-11 ans, puis t'as un stress comme ça, tu t'imposes un stress comme ça, là, c'était vraiment extrêmement dur, ce masque de vouloir être parfait. Et quand j'ai touché à l'alcool, à peu près 2 ans plus tard, là, vers 12 ans, puis c'était encore au collège, là, je vous raconte pas, c'était des fonds de bouteille, À un moment donné, on trouve l'alcool, puis on sait pas trop ce que c'est, puis on y goûte, moi c'était mon cas. Et puis il y a eu une détente, il y a eu comme je peux être moi-même, que je me sens bien. Que la pression vient de baisser. Puis je pense que avec les années qui ont suivi, je pense que l'alcool m'a quand même aidé, m'a permis de passer à travers les étapes que je devais passer, en pouvant me détendre de temps en temps. Puis sans ça, je pense que j'aurais tout simplement explosé. Donc au début, l'alcool semblait être le médicament miracle, mais très 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 rapidement, à partir de l'âge de 15 ans où j'ai commencé à boire plus régulièrement, puis moi ma façon
façon de boire était peut-être comme d'autres alcooliques, c'était pas tous les jours. Avec les valeurs de ma famille, il fallait que je protège, du moins j'ai protégé mes études et puis j'ai protégé mon travail. Donc j'avais pas tout perdu, mais et si on revient à la première fois que j'ai touché à l'alcool, je l'ai dit là, il y a quelques minutes, mais c'était au collège, effectivement, à peu près à l'âge de 12 ans. Et puis bon, j'étais évidemment dans le conseil étudiant, puis on recevait les parents ou les parents du conseil d'administration, etc., etc. Bon, on faisait le service, c'était tout cute, tout ça. Par contre, moi, je me retrouve dans les cuisines et puis je vois les verres de vin qui reviennent, puis les bouteilles qui reviennent à moitié vides, des fonds de bouteilles, etc., etc. Et l'idée me prend de goûter à ça. Et j'ai donc goûté à ça, puis c'est là vraiment qu'on dirait que j'ai fait ouf. J'ai vraiment pu respirer. Faisait longtemps que j'avais pas respiré aussi. Mais donc, comme un bon alcoolique, puis déjà là, à ce moment-là, si un verre, ça me fait du bien, 10, ça va me faire 10 fois plus de bien. Et donc, je me suis saoulé là, à 12 ans, la première fois, puis tellement qu'il y a un professeur me voyant aller, dit, toi, tu viens coucher à la maison, hein, parce que j'allais prendre le transport en commun pour retourner chez moi. Et puis, il dit, non, tu vas venir coucher à la maison. J'ai couché là, j'ai vomi là. Et ça, c'était mon premier contact, là, avec l'alcool. Et ça augurait pour tout ce qui allait se faire. J'ai quand même bu de 15, plus sérieusement, là, de 15 ans à 35 ans. Et puis c'était du copier-coller. C'est Blackout, 9 fois sur 10. Puis Blackout, il y a des nouveaux membres qui semblent penser que le Blackout, c'est je m'endors tranquillement dans le coin, tu sais, parce que j'ai trop bu. Non. Le Blackout, pour moi, c'était je ne me souviens plus de rien. Par contre, je continue à agir, à discuter, si on peut dire discuter, à parler, on va dire ça. Agir, parler, conduire mon auto, revenir chez moi, etc., etc. Et je ne me souviens de rien. On enregistre ce matin un dimanche matin, puis c'était un dimanche matin, je veux dire, maintenant, les dimanches matins sont merveilleux, j'ai les idées claires, j'ai les yeux brillants. C'était pas le cas, parce que beaucoup de dimanche matin, moi, je me réveillais tout croche, une gueule de bois, un lendemain de veille, et là, j'essayais de me souvenir. Des fois, j'étais seul, des fois, je l'étais pas, puis je savais pas qui était là, et puis des choses comme ça. Je pense que je suis pas le seul. Et l'auto était là, merci mon Dieu. Et j'essaie de me souvenir, j'étais chez qui hier? Et là, je prends le téléphone et je téléphone à cette personne. On va dire que la personne s'appelle Réal. Et salut Réal, je m'excuse pour hier. Et quand t'es en blackout, tu sais pas ce que t'as fait. Donc, je savais pas pourquoi je m'excusais, mais j'avais pris l'habitude de m'excuser après un blackout. Et Réal qui dit, oui, t'es bien mieux de t'excuser. Puis là, il me racontait les conneries que j'avais faites. Donc, c'était ça mes dimanches matins avant. Ça rajoute de la honte, ça rajoute des couches de honte. Moi, la honte s'est installée rapidement. Puis ça fait partie du trou dans l'âme dont je vous parlais. La honte est là très très rapidement, à partir de 8 ans. Et puis, je ne suis pas bien. Et on dirait que l'alcool me permet de l'oublier un petit peu. Par contre, le lendemain de brosse, le lendemain après avoir bu, là, tu viens rajouter une autre couche de honte par les conneries que tu as fait. Fait que je suis dans le cycle de la lassitude, le cycle de la dépendance, là. Je suis dans le cycle. Et j'ai une maladie et je ne le sais pas. Et cette maladie d'alcoolisme, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne le sait pas. On pense que, moi j'ai pensé longtemps, que j'avais toutes sortes de trucs, là. Je rentrais un peu là-dedans. À un moment donné, j'étais avec une amie, puis je disais, si tu me vois en prendre trop, ou déraper un petit peu, tire-toi le lobe d'oreille droit. Écoute, elle se tirait le lobe d'oreille, c'est descendu jusqu'au genou à peu près, pour elle. Et puis elle avait beau tirer, quand elle a la maladie, non, tu sais, puis elle me venait, puis là, elle me tirait, là, non, ça marchait pas, moi non plus, donc j'arrêtais pas, c'est ça. Un verre, c'est de trop. Puis 1000 c'est passé, c'est ce qu'on dit dans le mouvement. Les autres trucs, écoute, je vais prendre un verre d'eau entre mes consommations, etc. Écoute, et ça ne marche pas, c'est ça. On pense, j'ai longtemps pensé, j'ai bu pendant 20 ans, comment ça se fait? Puis je me considère un homme relativement intelligent, au moins dans la moyenne des ours, là, et
Et ça fonctionnait pas. Comment ça se fait que ça m'a pris 20 ans pour allumer puis dire j'ai peut-être un problème d'alcool? On m'avait donné des signes, même à l'université, il y a une amie qui me prend part. On était à la brasserie puis il me dit Yves, je pense tu devrais faire attention. Puis là j'avais dans la vingtaine puis j'ai arrêté à 35 ans, ça m'a pris un autre 15 ans. J'avais plein de signes comme quoi ma consommation était pas normale, ma consommation dérangeait, parce qu'on sait qu'un alcoolique dérange une centaine de personnes autour. Là. Les parties de Noël, parties de bureau, c'était terrible. Là. Aux parties de bureau, les gens me voyaient dans des états qui, normalement, ils ne me voyaient pas, puisque moi, je protégeais un peu mon travail. Donc, tu sais, je buvais pas au travail, ils m'avaient jamais vu comme ça, mais aux parties de bureau, je dérapais. Parties de Noël, où tu donnes l'heure à ta vieille tante, puis comment ça se fait que j'y donne l'heure? Pas cette tante-là que j'aime, tu sais. Puis là, tu y donnes l'heure, là, tu y donnes ses défauts, là, tu sais. Puis, voyons donc, mais c'est ça. C'est la maladie qui est là, puis j'en prends la pleine responsabilité, là, de la maladie. Puis c'est pas venu, moi, la maladie n'est pas venue de la famille. Certains, je peux comprendre la maltraitance, la négligence, tout ça, que certaines personnes aillent se réfugier un peu dans l'alcool et là, allument un peu la maladie. Je peux comprendre ça, puis vous avez toute ma compassion. Moi, c'était pas le cas. C'était moi avec moi. Et puis donc, rendu à 25 ans, moi, je me suis dit, à 25 ans, je vais arrêter de blâmer mes parents pour des niaiseries, là. À 25 ans, faut que ça m'appartient entièrement, ce qui s'est passé. Et puis, mais ça m'a pris un autre 10 ans pareil là pour arriver à un bas fond, parce que ça prend un traumatisme, ça prend un choc. Pour un alcoolique comme moi, ça prend un choc important et sévère pour justement écraser suffisamment l'orgueil, l'égoïsme et l'ego pour que je puisse tendre la main et demander de l'aide. Mais là, on va continuer après. Ben oui, on va continuer avec plaisir. On va te retrouver. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait ce premier segment, de nous avoir déjà instruit sur qui tu es. On va tout de suite aller à la pause pour te retrouver. Merci Yves. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, mes chers auditeurs, comme toujours au deuxième segment, je vous lis un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, donc, je vous lis un texte tiré des Réflexions de Bill. Le mode de vie des AA, c'est des morceaux choisis d'un fondateur des AA. Alors, bien sûr, Bill, puisque c'est les réflexions de Bill, vous me suivez. Donc, page 188, survivre aux épreuves. À notre avis, toute méthode de lutte contre l'alcoolisme qui propose de garder le malade à l'abri des tentations est vouée à l'échec. L'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain temps, mais cela se termine généralement par une rechute plus dure que toutes les autres. Nous avons essayé ces méthodes-là, mais ces tentatives pour réaliser l'impossible ont toujours échoué. Il faut se libérer de l'alcool et non le fuir. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est particulièrement vrai pour un alcoolique, car si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qui le guettent. S'il ne se tenait pas ainsi occupé, l'alcoolique boirait sûrement de nouveau et s'il buvait, il mourrait sûrement. Alors la foi serait morte en effet. Les alcooliques anonymes, page 115 et page 17. Voilà.
Et oui, nous avons affaire à une maladie très grave. Et puis, on va retourner entendre notre invité Yves. Yves nous a parcouru ça tantôt au premier segment. Puis là, il nous parlait... il était en train de nous introduire dans son bas-fond. Alors, Yves, si tu veux nous entretenir sur ton bas-fond, comment ça s'est passé pour toi? Tu sais, parce que tu parlais d'un signal fort que ça prenait pour un alcoolique pour toi. Fait que vas-y. Oui, et ce bas-fond qui est commun à tous les dépendants, tous les alcooliques, c'est remarquable. Mais c'est remarquable la souffrance que ça m'a pris, puis ça nous prend, je veux dire. C'est sûr, je parle dans mon nom, mais aussi, j'ai quand même 29 ans d'abstinence, fait que j'en ai entendu des partages, et puis j'en ai un peu partout au pays aussi, je me suis beaucoup promené. Encore ça, c'est un cadeau mais j'y reviendrai. Donc, ce fameux bas-fond, ça nous prend une souffrance presque extrême pour allumer, pour se rendre compte, pour que je me rende compte que j'ai un problème avec l'alcool, même si ça fait 20 ans que je fais des conneries, que je fais des blackouts, et Dieu merci, j'ai été protégé là-dedans par une puissance supérieure, c'est clair pour moi. J'aurais pu facilement me ramasser avec des accidents, peut-être à tuer quelqu'un, etc., etc. C'est merci mon Dieu là, que je veux dire que mon ange gardien m'a protégé comme ça. Malgré mes blackouts et tout ça. Donc, le bas-fond, pour moi, c'était pas pire qu'une autre brosse, mais on dirait que c'est la goutte supplémentaire qui a fait que ça a tout débordé, là, c'est ça. Donc, c'était un dimanche soir, je me souviens très très bien, un 14 juin, dimanche soir, je suis au restaurant. Ah oui, faut que je le dise. Quand on a un trou dans l'âme, puis qu'on pense qu'on vaut rien, comme c'était mon cas, et donc, il faut que je sois parfait pour valoir quelque chose vers l'extérieur, mais que j'ai quand même mon trou dans l'âme. Mais c'est sûr que pour moi, les gens, s'ils voyaient vraiment qui j'étais, ils pourraient pas m'aimer. C'est clair. Et donc, la première personne qui s'est pas aimée, c'est moi avec moi-même. Et donc, j'étais de cet alcoolique qui payait la traite. Alors, avec l'alcool, on achète quoi? On achète l'amitié, on achète d'autres choses des fois, on achète l'amour, et on achète plein de choses. Et moi, j'étais de celui qui payait. Donc, j'étais au restaurant, et puis, je vous la raconte. Ah oui, je vous la raconte. Ah oui. J'étais à Winnipeg à un certain moment donné, j'étais seul, j'allais donner une conférence, blablabla, puis j'étais seul, puis dans vingtaine ou fin vingtaine, et puis je me ramasse dans un restaurant, tout simplement, là, à Winnipeg, en attendant la conférence du lendemain, mais j'étais tout seul, puis tout ça. Fait que c'est sûr, j'avais ma bouteille de vin pendant mon repas, là, à moi tout seul, sinon 1,5. Et je me sentais tellement seul qu'il y avait d'autres gens dans le restaurant, puis je me suis dit, tiens, quelle bonne idée, je vais acheter du champagne à tout le monde, et comme ça, je vais me faire des amis. Wow. Hein? Et donc, toute table occupée a reçu une bouteille de champagne. Pas de la champagnette, là. Pas du cordonnier, là. Mais non. Mais une bouteille de champagne. Je vous dis pas, j'ai pu payer, là. Merci mon Dieu. Mais, ça va jusque-là. Cette solitude profonde que tu ressens et qu'il faut que tu ailles acheter. C'est incroyable. Faut que tu ailles acheter du compagnonnage, t'as acheté des amis. Et sais-tu, Isabelle, à ce moment-là, personne n'est venu me remercier. Ils ont bien vu que j'étais sous comme il faut. Ils ont bien vu que j'essayais de les manipuler, probablement en leur payant. Il y a personne qui est venu s'asseoir à ma table pour partager le champagne avec moi. Ça m'étonne quand même. Fait que c'était... on était à Winnipeg. C'était... Ouais. Et donc, ça a servi à rien quand même. C'est fou, hein, comment nos stratégies, des fois, là, c'est fou. Donc, mais ça, c'était pas suffisant. Ça m'a pris un autre 6, 7, 8 ans là pour arriver à mon fameux bas-fond. Donc, j'étais encore dans un restaurant. Moi, je veux un peu l'alcool snob, un petit peu, là. Moi, je connaissais le vin, là. Bon. Il faut des choses que je pourrais vous raconter, mais je vais m'en tenir à ce dimanche soir où donc je payais la traite aux gens qui étaient là, etc. Puis avec du vin et tout et tout. Et là, un petit blackout. Je m'en vais chez quelqu'un cuver mon vin. Pourquoi je suis pas retourné chez nous? Je ne sais pas. La personne m'accueille avec
à minuit, 2, presque avec une brique puis un fanal, m'installe sur le divan, puis cuve ton vin là. Moi, je me réveille le lendemain matin, je suis pas chez nous, qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Ah, mon Dieu, pauvre personne, etc. Et je m'en vais chez moi, puis je suis découragé. Et là, je suis découragé. Là, je m'en vais chez moi, je suis pas bien, c'est un lundi, 15 juin, un lundi matin, je retourne chez moi, puis il reste plus grand-chose de moi. Il y a même plus d'identité. Il y a plus d'ego. Quand je dis il y a plus d'ego, c'est qu'il y a plus d'identité. Comme Yves existe plus. Ça a été écrasé par la souffrance, par le dégoût, la honte. Puis là, je suis assis à terre chez moi et je suis démuni. Il y a plus d'horizon, il y a plus d'avenir possible, il y a plus de futur. Il y a rien. Et ça prend ça, moi, ça m'a pris ça, suffisamment écraser l'ego pour que je puisse demander de l'aide. Bon, je suis un rationnel, fait que je me reprends un petit peu en main, mais ça va pas bien, là. En plus, j'ai une gueule de bois, puis tout ça. Je prends un petit bout de papier, je prends un stylo, puis j'ai dit, bon, ben, quoi faire, me reprendre en main? Qu'est-ce que je peux faire? Puis j'avais aucune idée, là. Donc, méditer plus, parce que moi, faut que je raconte aussi que je cherchais, moi, la recette pour vivre une vie humaine, là. Je la cherchais, là, avant de trouver 12 étapes, qui est le mode d'emploi parfait, là, pour bien vivre une vie humaine. Mais moi, j'ai cherché un peu partout, là, aux États-Unis, au Canada, en Europe, là. Des croissances personnelles, des croissances spirituelles. J'ai cherché, mais je buvais quand même, tu sais, parce que ça se vivait en haut des épaules, comme en fuite vers le haut, là. Et j'arrivais pas à bien vivre dans la forme, dans la matière, dans mon environnement, dans une vie humaine ordinaire, mais qui est en fin de compte extraordinaire, mais c'est ça. Donc, j'avais beaucoup cherché. Fait que j'avais appris à méditer, j'avais appris à faire plein de choses, tu sais, à avoir de l'encens. Donc, je me mettais ça sur mon petit papier, là, comment me reprendre en main. Donc, méditer plus, aller dans le bois, plus de contact avec la nature, faire un rebirth. Je mets plein de choses que je connaissais, que je pensais qu'elles allaient pouvoir encore m'aider. Puis ça fait 20 ans que ça m'aide pas, mais je pense encore ça. Je m'en vais me prendre un verre d'eau, je reviens, je reprends mon petit papier, et en plein milieu est écrit « AA ». Je l'ai pas écrit. Ah. Pour moi, là, c'est sûr, si on faisait une analyse de l'encre, oui, c'est moi qui l'ai écrit, là. Oui, mais je me souviens pas d'avoir écrit AA. Je ne me souviens pas, honnêtement. Je suis en lendemain de veille. Qu'est-ce que ça fait là? AA, c'est mon petit papier. C'est quoi? Et il y avait quelqu'un au bureau qui était membre des Alcooliques Anonymes. Il le disait pas, mais on savait, parce que lui, il en prenait pas d'alcool au party de bureau, là, où moi je faisais le fou. Lui, il partait à 10 heures, tu sais. Ah ouais, quand ça commençait à être un peu... quand il me voyait aller, là, ouais, c'est ça. Et puis, et bon, je savais donc, puis on savait aussi, là, on parle de 1992, là, qui était ma dernière brosse. Puis on sait qu'AA existait. Je savais qu'AA existait. Il y avait eu un congrès, je pense, en 85, à Montréal, etc. On sait que ça existe. Donc, moi, je sais pas ce que ça faisait, mais c'était pour ceux qui ont des problèmes. Moi, j'en avais pas, bien sûr, mais ceux qui ont des problèmes. Par contre, je reviens à mon petit papier. C'est écrit AA. C'est-tu réel? C'est-tu la personne qui me... Gars, je sais pas. Mais c'est là. Ah. Et puis, dans le temps, il y a pas d'Internet. Puis, il y a un gros livre qui s'appelle L'annuaire téléphonique. Hein, pour les plus jeunes, là, oui, tout le monde, tout foyer avait un annuaire téléphonique. Et puis c'est fou, l'annuaire téléphonique, c'est en ordre alphabétique, c'est-tu bien le fun? Mais vous vérifierez tout la première page, puis je suis encore ému. Puis un numéro de téléphone. Fait que merci à tous ceux qui font de l'écoute téléphonique. Wow. Moi, j'ai téléphoné tout de suite. Tout de suite, j'ai téléphoné. Puis j'ai dit, je sais pas trop, pouvez-vous m'aider? Y a-tu vous avez des réunions ou comment, tu sais, oui, on a des réunions, si tu penses avoir un problème? Je pense que oui, puis bon, etc. Et puis là, je dis, ok, je vais prendre en note, là, c'est où les réunions? Puis là, j'étais à Trois-Rivières. Et puis, c'est là que moi, j'ai connu le mouvement. Et puis là, à Trois-Rivières, ce gars-là me dit, il y a un meeting, c'était lundi. Il y a un meeting ce soir à 8h, je sais pas trop, à Saint-Jean-de-Brébeuf. Fait que je le prends en note. Puis là, j'ai dit, et l'autre, c'est quand? Là, tu vois comment l'ego agit, là. L'autre, c'est quand? Ouais. L'autre, c'est comme, gars, je vais me rétablir mardi, là, ça va aller mieux, puis je vais l'oublier, là, tu sais, parce que je peux pas y aller. Moi, je relève d'une brosse lundi, là, je peux pas y aller. Et cet homme-là m'a sauvé la vie en disant, il a laissé un 5-6 secondes, puis il a dit, il y a un meeting ce soir à 8h à Saint-Jean-de-Brébeuf. Il m'a pas donné l'autre, c'est quand. Il a répété, il y en a un ce soir. Et j'ai été ce soir-là.
Et je vous raconterai la suite après. Là. C'est comme... c'est là que j'ai trouvé ma place. Moi qui avais aucune place nulle part. C'est là que j'ai réintégré la famille humaine. C'est tellement touchant. Je vous en reparle. Merci. Ouais, c'est touchant, hein. C'est comme vraiment, on ressent une force supérieure, en tout cas, qui agit là, en ce moment-là. C'est incroyable. Là. Puis de la manière que tu l'expliques aussi, c'est tellement vivant. On le sent, qu'est-ce qui s'est passé, puis on sent le bas fond. Wow, moi j'ai toute cette énergie-là qui m'arrive là de son partage. J'espère que vous le sentez aussi, les auditeurs chez vous. Je suis sûre que vous le sentez, que ça passe les ondes. Alors on va aller tout de suite à la pause, puis on revient tout de suite vous retrouver. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous revoici, nous avons repris le dessus un peu sur nos émotions profondes et puis nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, _émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021 et 2022, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes de votre choix, celles que vous voudrez. Alors, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au Bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel, à Montréal. Bien sûr, moi, ça va me faire un plus grand plaisir de vous accueillir, puis mon équipe également. Alors, vos commentaires sont également bienvenus. On retourne vers notre invité, Yves. Yves nous a fait vivre des grosses émotions tantôt. Vraiment quelque chose de grand, hein. Quand c'est ça vient nous sauver la vie. En tout cas, si vous n'êtes pas convaincu d'aller vers la fraternité pour aller chercher de l'aide, je pense que vous avez peut-être eu une bonne intuition à quel point c'est la solution. Alors moi je vais le laisser continuer à nous parler de comment il est allé à ce fameux premier meeting. Alors à toi mon cher. Oui, merci Isabelle. Ce premier meeting, écoute, je m'en souviens. Moi, j'avais demandé quand j'avais téléphoné, j'ai dit, comment tu vas faire pour je voyais le monsieur, là, comment vous allez faire me reconnaître. Moi, j'étais sûr que c'était 450 personnes, et puis que là, j'allais être perdu dans la masse et tout. Il dit, non, je vais te reconnaître. Je vais porter un petit manteau vert. Mais il m'a reconnu, c'est sûr, là, je suis arrivé à Trois-Rivières, puis bon, à ce premier meeting, il m'a reconnu. Et il a dû voir l'orgueil encore qui était là parce qu'il m'a assis pas la première rangée, la deuxième rangée, puis il a été chercher le kit du nouveau avant le meeting, puis il me l'a donné comme ça. J'allais comme ça, moi je savais pas là, mais probablement qu'il dit Yves il se lèvera pas, il est trop orgueilleux. Je vais lui donner tout de suite le kit du nouveau, il dit mets ça dans ta poche et tu liras ça chez vous. Et je me suis senti bien partout. Je me souviens plus tellement de mon premier meeting, sauf dans les événements, là, dans le détail, mais je me souviens comment je me sentais. J'avais ma place. J'avais enfin une place. Et tout de suite, je tombe en amour avec le mouvement. Tout de suite, j'ai dit, j'ai enfin ma place dans la famille humaine. Et j'ai pleuré. En revenant chez moi après le meeting, là, j'ai pleuré tout le long, là. Tellement de soulagement. Fait que ce que, au départ, l'alcool faisait, c'est-à-dire le grand ouf, hein? J'arrivais à me détendre, moi, avec l'alcool. C'était, je peux être moi-même. Ouf! C'est ça que ça me faisait, l'alcool. C'est pour ça que j'ai accroché. Ah ben là, c'était même pas l'alcool qui me faisait ça, c'était le mouvement qui me faisait ça, le meeting qui me faisait ça.
Ouf, je peux être moi-même. Ouf, je peux me détendre. Ouf, j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à me prouver puis à prouver aux autres. La libération. Fait que tout de suite, moi, là, tout de suite, là, j'ai accroché, puis j'ai voulu faire, puis j'ai tellement écouté ce que vous me disiez de faire. Fait que j'en ai fait du café, puis j'en ai ouvert des salles. Puis dans le temps, on fumait dans les salles. Dans le temps, on fumait. Hein, il y avait deux chaises, un cendrier, deux chaises, un cendrier, deux chaises, un cendrier. Arc! Et puis, c'était des sous-sols d'église, puis on se voyait presque plus. C'était absolument incroyable. Ah ouais, ça devait fumer beaucoup. Ah, c'était quelque chose. Et puis, oui, ben, merci aussi au mouvement, hein. J'ai arrêté de boire, c'est ça. Et 5 ans plus tard, toujours avec ces étapes-là, j'ai pu arrêter de fumer. C'est quelque chose. Puis, aussi des thèmes, là, des patchs, là. mais j'ai pu arriver parce qu'à un moment donné, on arrive à s'aimer davantage. C'était tellement ça. À travers le mouvement, les gens nous félicitent. Le non-jugement, moi, que j'ai vécu, là. Je pouvais dire dans les meetings, discussions, je pouvais dire à peu près n'importe quoi. Tout le monde souriait, tout le monde, tu sais, donnait une tape sur l'épaule. Ah, c'est beau, reviens nous voir, lâche pas, ah, c'est beau ce que t'as dit. Même si, tu sais, c'était ce non-jugement. Sûrement que j'ai dit des choses qui avaient pas d'allure, mais il y avait pas de jugement, puis on m'encourageait, puis il revient. Non-jugement encore. Moi, en fin de compte, je savais pas que c'était homme avec homme, femme avec femme. Fait que moi, au bout de quelques meetings, puis quelqu'un m'avait dit, ben, tu prends ton temps, mais t'essaies de trouver, là, un parrain, etc. Puis moi, c'était Lisette. Elle va se reconnaître, peut-être, mais c'était Lisette, c'est ma marraine. Donc, au début, j'avais une marraine. Personne n'est venu me dire, t'es pas correct, tu devrais pas faire ça. Même elle a dû consulter sa propre marraine pour voir si c'était correct. Et donc, j'ai été accompagné, puis j'avais besoin de cette écoute féminine. J'avais tellement besoin. Lisette a mis sa vie sur pause. Elle était mariée avec un autre membre, et puis ils ont mis leur vie sur pause parce que tous les dimanches, après le meeting, midi, là, tous les dimanches, j'allais brailler ma vie avec Lisette pendant 6 mois. Puis ça, c'est des gens qui travaillent. Wow. C'est après que tu t'en rends compte, là. C'est des gens qui travaillent, ça. Ils ont juste le week-end pour se retrouver. Puis Yves, il vient monopoliser leur dimanche. Fait qu'ils ont juste leur samedi, tu sais. Puis pas un mot. Il me donnait à dîner, puis là, je pouvais broyer ma vie, là, avec Lisette pendant 6 mois. C'est extraordinaire, cet accueil, cet amour inconditionnel, gratuit. Fait que, écoute, j'ai lu la littérature parce que on me disait, hein, lis gros livre, lis ça, écoute. Puis moi, bon, un petit performant, il était encore là, un petit performant. Et alors, j'ai tout lu, j'ai dévoré. Enfin, j'avais trouvé mon mode d'emploi pour essayer de vivre. Puis je ne savais pas ce qui m'attendait. Puis c'est absolument incroyable. J'ai 2 ans à peu près, là. 2 ans d'abstinence, puis par la grâce de Dieu, j'ai pas rechuté. Mais là, à ce moment-là, bon, j'ai 29 ans aujourd'hui, là, et demi, je les compte pas. Mais à ce moment-là, j'ai 2 ans d'abstinence avec Lisette, puis je parle de la 4e étape, puis un an et demi ou 2 ans. Oui, Yves, ben oui, c'est ça. Puis on le fait classique, là. Du gros livre, 3 colonnes, les 3 colonnes, comme Jacques T l'explique si bien, là. Ceux qui veulent savoir comment faire une 4e étape classique, là, allez voir Jacques T, passer une nuit avec Jacques T, 2e partie, à la 30e minute, la 2e partie. Moi, je fais écouter ça à mes filleuls, là. Tu veux faire une 4e étape classique? Jacques T te l'explique. Là, c'est d'une clarté. Il y a aussi Joe Charlie. Voilà. Donc, je vous dis ça. On trouve ça sur YouTube. C'est hyper facile. Et puis donc, c'était, à ce moment-là, Jacques T, là, n'avait pas enregistré ça, mais ma marraine savait quoi faire. Et donc, le classique des 3 colonnes et tout. Puis, je fais ça. Et puis ça va bien, puis ça me prend 1 mois ou 2, donc pas si pire. Moi, j'ai un fiancé qui a pris 8 mois, 9 mois, puis il y en a un que j'ai dit, t'es mieux de faire un intensif 4 et 5, t'en sortiras jamais. Oui, c'est ça. Il faut accueillir les gens comme c'est là. Donc, je fais ça. Moi, je pense d'avoir bien fait, là, puis je l'ai bien fait. Hein, c'était clair. C'était beau, ça touchait à tout, incluant la vie sexuelle, incluant tout ça. Bon, c'est parfait. Mais, comme 6 mois ou 1 an après, je suis recroquevillé un samedi soir chez moi, je crie ma souffrance et je vais me suicider. Quand ça fait même 2 ans et demi dans le mouvement.
Et je faisais ce qu'il fallait. Je faisais mes 3-4 meetings semaine. Je faisais ma littérature. Je travaillais, bien sûr. J'avais fait ma 4 et 5 et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'en parle à Lisette, puis elle dit, mon Dieu, ça va pas bien, là. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai dit, chut, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc, il y a un Roger à Trois-Rivières, je sais pas si vous l'entendre, qui m'a, encore une fois, sauvé la vie. Parce que ce Roger-là, puis il y en a à peu près dans tous les districts, là, puis dans toutes les régions, c'est des gens qui ont des connexions, là, à l'infini. Et donc, ce Roger-là, il dit, t'as eu une des pensées suicidaires? Je dis, ben oui. Il dit, serais-tu disponible pour Roberval? Le fameux Roberval, hein, on parle, là, on est en 94 à peu près, là. J'ai dit, oui, c'est 3 semaines, puis blabla, puis mon employeur, écoute, Roberval m'appelle 3-4 jours après, là, j'ai été béni, là. Puis, et là, donc, disent, vous avez besoin d'aide. J'ai dit, je pense que oui, là, ça va, c'est ça. Et puis, donc, je vais, mon employeur me dégage, là, puis je vais à Roberval. Et ce que j'avais pas, il faut aller au fond, hein, 4e, 5e étage, il faut tellement aller au fond. C'est pas juste de laver le plancher à mop, là. Faut aller avec le petit couteau dans les coins, là, gratter, là, la petite crasse près du corderon, là, hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que Roberval m'a permis de faire. Et j'ai fait une 4 et 5, mais que sur ma vie sexuelle. Que là-dessus. On apprend à Roberval que 85% des alcooliques ont des défis. Je vais appeler ça des défis dans leur vie sexuelle. Pour pas dire des problèmes sérieux dans leur vie sexuelle. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de problèmes d'égoïsme, puis bon, hein, c'est ça. Et d'amener cet instinct puis cette faculté de la surutiliser comme on surutilisait l'alcool, là, c'est ça. Et donc, j'ai fait une 4 et 5 là-dessus, avec la honte qui était associée à ça. Je suis ressorti de là, pas sur un nuage rose, mais pas du tout. Fait que fais-toi-en pas, si tu fais une 4 et 5 pis t'es pas sur un nuage rose, pas grave. Ça veut pas dire que tu l'as pas bien fait. La job a été faite. Ça m'a pris 3 semaines de m'en remettre, là, de sortir de ce bourbier, là, qui était mêlé de honte, de culpabilité, puis de remords, puis arc. Ça m'a pris 3 semaines de m'en remettre, mais la job avait été faite. J'avais été au fond. J'avais tout sorti ça, c'était fait. La 5e étape, c'est trop drôle, il m'avait mis avec le psychologue, je sais pas pourquoi. Et puis, et donc, et là, il y a eu une libération supplémentaire de fait grâce à la 2e, 4e, 5e étape. Quand j'ai la 2e fois que je fais cette 4e, 5e étape. Et récemment, ça fait un peu, en dedans d'un an, ça fait 9 mois, c'est ça, j'ai dit, tiens, pour mes 29 ans, pourquoi pas faire une autre 4e, 5e étape. Puis là, je l'ai fait dans un intensif. Fait que j'ai fait les 3 façons, là. Wow. Hein? J'ai fait le classique, après ça, j'ai fait en thérapie avec Roberval, puis après ça, je l'ai fait dans un intensif. Et puis, oui, il en reste encore un petit peu, mais on pouvait juste un petit peu de poussière là, on pouvait souffler dessus. Fait que c'est important de faire les étapes. Puis c'est pas grave si tu les refais, c'est toujours à refaire. Exact. Mais là, tu me fais des grands signes, fait que je vais arrêter là-dessus. Je te fais des yeux même, des grands oui, yeux. c'est ça. Je vais arrêter là-dessus, puis on continuera dans le rétablissement, oui. Ben oui, même moi, j'étais en train d'oublier de te faire signe parce que je regardais plus le temps, j'étais comme accrochée à tes paroles. C'est très intéressant de t'écouter, puis en fait, je trouve ça très beau de voir, de reconnaître aussi ton rétablissement. Puis ben on va à la pause, hein. Faut bien faire ça, puis pour bien revenir. Alors à tantôt. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Allô, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, comme en a parlé notre ami Yves tout à l'heure, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Et appelle, n'hésite pas, s'il y a toujours quelqu'un pour t'aider, t'écouter. Puis c'est une belle porte d'entrée aussi
pour te libérer. Alors, si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée aussi à cet endroit, sur le site Internet, même les réunions en ligne, sur Zoom, par téléphone. Il y a tellement de façons maintenant d'entendre un meeting, de participer à un meeting. Il y a des réunions aussi tous les jours, alors n'hésitez surtout pas. Alors, nous revenons à notre invité rapidement, puisque c'est le dernier segment, puis on a beaucoup de choses, je pense, à apprendre de la vie de Yves et de son rétablissement. Donc, on arrive au moment où tu as fait, là, tu disais, on peut refaire une 4e, une 5e, donc tu étais rendu même à la 3e, tu t'es fait un cadeau à tes 29 ans de rétablissement. Et puis, je te laisse parler, je te laisse la voix. Voilà. Oui, nos fondateurs disent que essentiellement, c'est un mouvement spirituel. Fait que je vais parler dans ce dernier segment de cette spiritualité, de la mienne, et puis qui est pas un modèle. Par contre, elle fonctionne pour moi. Quand je suis rentré dans le mouvement, moi, Dieu avait une existence, les autres dimensions, ça avait une existence, mais comme moi, je me foutais de moi, comme moi, j'avais pas le souci de moi, j'avais pas le respect de moi, je plaquais ça sur Dieu, puis je disais, Dieu, il sait même pas que j'existe. Et donc, j'ai commencé ma spiritualité avec, il y a une puissance supérieure, mais pas ceux qui se battent de moi j'ai l'impression que il sait à peu près même pas que je suis là. Et tranquillement, avec les années, ça prend des années, à moins qu'il y ait un éveil avec un flash puis une apparition, là, c'était pas mon cas. J'en ai vécu ailleurs, mais pas là. Et puis donc, tranquillement, Dieu s'est rapproché de moi. Mais je vais le dire de la vraie façon, moi je me suis rapproché de Dieu. Mais ça. Par contre, ma façon de voir les choses, c'était qu'il était loin, puis ça. Et avec les années. Et là, d'aujourd'hui, pour moi, il y a pas... Oui, je suis à ma retraite, j'ai 64 ans et tout, mais il y a pas de vie sans ce que moi j'appelle Dieu, sans une puissance supérieure. Il y a pas... comment dire? Je me lève et je suis avec... Il est avec moi, je suis avec lui. Il m'habite, il y a une présence. Puis je pense que l'être humain a cette capacité extraordinaire de ressentir cette présence divine en soi, notre vraie nature, qui est paisible, douce, aimante, lumineuse. C'est ça notre vraie nature. Et l'ego nous cache tout ça. Mais notre vraie nature, c'est les couleurs de Dieu en soi. Et donc, moi, je sens, il y a des gens qui disent, je suis habité. Oui, je suis habité, il y a une présence qui est là. Puis elle est à côté, puis elle est en toi, Isabelle, puis en toi, Yvon, puis, Yvon, c'est notre technicien d'aujourd'hui, là, mais bon, qui est là. Il est très silencieux, mais très efficace. Et il y a une présence partout, il y a une présence, on le sent, on peut le sentir. Bien sûr, ça prend la 11e étape par la prière et la méditation. Nous avons approfondi, nous avons amélioré notre contact conscient avec Dieu et tout. Donc, à force de faire ça tous les matins et tout, on se rapproche de Dieu qui pour moi, et si on veut le faire de l'anthropomorphisme un peu, puis le dire que c'est, dire qu'il y a des bras, mais Dieu, tout ce qu'il fait, il ouvre les bras, puis il attend, puis venez, tu sais, venez dans cet amour universel, infini, inconditionnel, tu sais. Et c'est ce qui nous habite, et puis c'est ce qui m'habite maintenant. Je fais rien sans cette présence en moi puis autour de moi. Donc ça, c'est un cadeau que je ne croyais pas pouvoir vivre. Ça aussi, c'est touchant pour moi parce que je vis actuellement ce que moi je pourrais qualifier de ma vie de rêve. Ma vie de rêve n'est pas dans une Lamborghini à 400 000 $ par année. Puis non. Ma vie de rêve, c'est la vie que je mène actuellement, avec beaucoup dehors dans ma vie, beaucoup de services, le fameux service, là. Et oui, on va en parler. J'ai la chance. Quand j'ai pris ma retraite et que j'ai déménagé j'étais en Ontario, là, j'ai déménagé, en Montérégie, puis dans l'Estrie. Je voudrais qu'on enlève le mot Granby. OK. Je sais pas si tu peux le prendre en note. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais juste reprendre quand j'ai déménagé à ma retraite. Ouais. Absolument. On l'avait bien senti. Alors, quand j'ai déménagé dans la région de l'Estrie puis de la Montérégie, là, à ma retraite, j'avais pas vécu encore d'être un parrain. Et on m'a fait, ma puissance supérieure, puis le mouvement m'a fait ce cadeau. À un moment donné, je partage quelque part, puis après le partage,
il y a un homme qui s'approche de moi puis qui dit, j'aimerais ça que tu sois mon parrain, j'aimerais avoir ce que t'as. Et il y en a eu d'autres aussi, puis d'autres se sont approchés. Et là, j'ai compris un peu c'était quoi l'attrait plutôt que la réclame, parce que moi, j'étais discret, là, je recommençais dans une autre région, donc, tu sais, je fais mon affaire et tout. Et à force de me connaître ou de m'entendre partager, ben, des gens s'approchent de moi. Et là, je parraine, des gens à différents niveaux d'abstinence, puis à différents temps. Quel extraordinaire privilège, quel amour, quelle relation extraordinaire que ça nous donne. Puis moi, ça me permet de me replonger dans mes étapes, de refaire toutes mes étapes, et plus qu'une fois, et de revoir tout ce qui est faux en nous. C'est très facile de le voir en l'autre, mais moi, c'est clair que je l'applique. Quand je vois ça chez un filleul, ce qui est un peu faux, un petit peu côté de la coche, là, et que j'y amène gentiment avec beaucoup de gants blancs, mais je regarde aussi en moi. T'es-tu à côté de la coche, toi aussi? C'est pas pour rien, là, que lui amène ça ce matin, là, et tout. Et donc, on se voit régulièrement, puis on prend des cafés, puis ils viennent chez moi, puis tous individuellement, bien sûr, tu sais, mais ils se connaissent aussi. C'est d'une grandeur. Quelle chance extraordinaire que de servir de cette façon-là. Et puis, ce que ça demande aussi. Et Bill le dit que les 12 étapes, c'est essentiellement pour dégonfler notre orgueil, notre égoïsme. Et ça, pour moi, c'est essentiellement pour installer en soi l'humilité. Bon, si quelqu'un dit, moi je vais toujours rire, hey, salut, moi je suis humble. Bon, ben là, c'est pas tout à fait. Quand on parle d'humilité, on n'est plus dedans, là, tu sais. Mais c'est comme un idéal, à atteindre pour moi. Fait que si je parle d'humilité, c'est parce que je suis pas dedans. Parce que ça, j'en parlerai même pas. Ceux qui sont vraiment humbles ne parlent jamais d'humilité, vous remarquerez ça. Et puis, donc, moi, c'est comme un idéal à atteindre. Parce que c'est la voie, pour moi, qui ouvre vers la puissance supérieure, qui fait le lien, qui fait le chemin vers l'autre et la puissance supérieure. Mais l'autre aussi est habité par cette paix, cette lumière, c'est ça. Et là, j'ai vu dans un très, très beau texte, qui est pas, mais on a le droit d'aller fouiller un petit peu ailleurs, que aimer, c'est voir la divinité en l'autre. C'est quelque chose. Donc, aimer, c'est pas une action, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est une vision des choses. Aimer, c'est voir la divinité en l'autre. Wow. Et s'aimer, c'est voir la divinité en soi. Puis quand on est capable de s'aimer, nous dit le texte, en voyant la divinité en soi, c'est que le divin en soi va épurer mon corps, mon esprit, mon cœur, et que je pourrai aider l'autre, être au service de l'autre, communiquer dans sa souffrance. Et ça prend de l'humilité aussi. Fait que je pense que l'humilité est pour moi un état d'être que j'ai à travailler. C'est ce qui me reste à faire avant que je ne quitte que je ne quitte la planète. C'est extrêmement, extrêmement important. Puis j'ai cette chance avec le mouvement des alcooliques anonymes qui vraiment prône l'humilité. Puis je sais pas si vous avez fouillé un petit peu. On peut trouver ça, c'est la plaque que le Dr Bob... en passant, à un moment donné, j'ai travaillé en Ontario, puis j'ai été voir la maison du Dr Bob. Puis je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont été voir la maison de Bill. Mais en Ohio, où ils se sont rencontrés, là, j'ai été voir la maison du Dr Bob. Là, c'est émouvant, c'est absolument touchant. Et il y avait une plaque dans son bureau qui parlait de l'humilité. Et il disait que l'humilité, c'est la perpétuelle paix du cœur. Ouais. Hein? Que tu sois louangé, l'ego prend pas la place, tu t'enfles pas la tête. Que tu sois méprisé, l'ego ne te diminue pas non plus. Donc, la perpétuelle paix du cœur, c'est d'être en contact avec ma vraie nature, puis de faire en sorte que l'ego est un peu au neutre. J'ai besoin de mon ego là pour conduire ma voiture puis ouvrir une porte là, mais c'est à peu près tout, c'est ça. Et c'est là que pour moi la troisième étape a tout son sens. C'est quand je buvais, c'est l'ego qui menait ma vie. C'était l'ego, ma puissance supérieure. Point. T'sais, qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Il voulait du plaisir, du sexe, de l'argent, c'est ça qu'il voulait. T'sais. Et maintenant, avec les alcooliques anonymes, quand dans le bas fond, l'ego est écrasé, il faut qu'il soit remplacé par quelque chose, parce que sans ça, il n'y a plus rien qui existe. Et puis pour moi, c'est la troisième étape. Je confie ma volonté et ma vie, non plus à mon ego, mais aux soins de Dieu, tel que je le conçois. C'est extraordinaire comment c'est fait. Puis aussi,
souvent on oublie le mot clé pour moi dans la troisième étape. C'est pas que tu confies ta volonté et ta vie aux soins de Dieu parce que tu veux comment dire, je l'ai mal dit, je recommence. C'est pas que tu confies ta volonté et ta vie à Dieu de même, là, puis tu garoches ça, là. Non, il y a le mot aux soins de Dieu. C'est un soin bienveillant. Oui, donc tu donnes ta volonté et ta vie pour que Dieu en prenne soin. Ah, OK. Fait que c'est facile, là. Là, tu peux vraiment t'abandonner à ça. Fait que si c'est plus l'ego qui mène, ben, ça va être ta puissance supérieure qui mène. Et c'est ce que je te souhaite. Puis je te souhaite de tomber en amour avec le mouvement, encore une fois, à travers le service. Puis de continuer. C'est infini, ces étapes-là. C'est infini, la profondeur où on peut aller. C'est infini, les relations qu'on peut forger puis bâtir, puis former avec les autres membres. Je vous ai même pas parlé de tous les cadeaux. Il faut que je revienne. Parce qu'il y a eu plein d'autres cadeaux, plein de cadeaux. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, je vais juste terminer sur une petite citation. Moi, j'aime bien ça. Je l'ai lu très, très, très récemment. Je ne sais pas quel est votre destin à chacun d'entre vous, mais ceux qui connaîtront le vrai bonheur seront ceux qui auront cherché et trouvé comment servir autrui. Fait que je vous laisse là-dessus. On se laisse avec l'altruisme. Merci. C'était un cadeau de t'entendre puis d'avoir partagé cette heure avec toi, ce beau moment. Franchement, je me trouve privilégiée. Je tiens à remercier tous les participants à l'émission, notre invité, bien sûr, puis Yvon à la console, notre silencieux Yvon qui fait un beau travail aujourd'hui, encore une fois, et nos auditeurs, l'équipe, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une super belle semaine et puis à très, très bientôt.